Bonjour à tous. Alors, du coup, on va commencer. Les personnes qui nous rejoindront en cours de route. Alors, nous sommes là aujourd'hui réunis pour la matinale Sexualité et usage d'Internet chez les jeunes. On va vous donner du coup quelques éléments d'analyse et des pistes d'intervention. En soutien technique, nous aurons Laure Achersegui, qui est coordinatrice du DRAPS, et Guillaume Reis, qui est chargé de communication. Nous aurons du coup moi en animation et modération, donc Sophie Gisselman, chargée de projet et référente territoriale pour le Gers. Nous accueillons aussi en intervenant Delphine Raïb, chargée d'études en santé sexuelle à la direction de la prévention et de la promotion de la santé pour Santé publique France, et Samuel Comblès, directeur des opérations pour l'association e-enfance. Alors, l'IREPS, donc association pour laquelle je travaille, c'est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, et c'est aussi cette structure qui est porteuse du DRAPS, voilà, qui organise les matinales. Donc, l'IREPS a pour mission d'apporter un appui méthodologique aux porteurs d'action, à contribuer aux politiques publiques de santé et à l'animation des territoires, à concevoir et mettre en œuvre des programmes à caractère régionaux ou locaux en promotion de la santé, à développer la formation pour renforcer les compétences et professionnaliser les interventions, proposer un appui documentaire aux professionnels et au public, et intervenir en éducation pour la santé auprès directement des publics. Le DRAPS, du coup, qui est porteur et organisateur de ces matinales. Donc, c'est le dispositif d'appui en prévention et promotion de la santé. Il a pour mission, du coup, d'être un dispositif déjà régional de transfert de connaissances, qui est aussi partenarial, orienté en fonction des besoins des acteurs. Il a pour mission aussi de diffuser des outils et des formations pour favoriser la montée en compétences des acteurs, et aussi de faciliter la mise en lien entre les chercheurs, les acteurs de terrain et les décideurs. C'est aussi l'occasion de faire cette mission-là lors de ces matinales. Donc, ces matinales de la recherche, elles ont pour objectif de favoriser les échanges sur les recherches et les pratiques interventionnelles ou innovantes ou prometteuses en santé publique et promotion de la santé, de soutenir le développement de projets de recherche innovants, de valoriser des projets issus de la recherche interventionnelle, de mobiliser des données probantes ou considérées comme prometteuses, d'évoquer des freins, les conditions de réussite d'une intervention ou d'une action prometteuse, et aussi aborder les questions de mise à l'échelle pour un autre contexte. On va vous donner quelques éléments maintenant sur la place du numérique en France. Donc, on sait très bien que le numérique occupe une place importante depuis quelques années. Une étude, du coup, sur les consommations, on va dire, d'Internet pour les Français en 2020 montre que 92% des Français sont internautes et 83% se connectent tous les jours. Alors, on sait aussi que depuis la crise sanitaire, c'est vraiment une place qui a augmenté. En effet, dû aux différents confinements, il y a eu plusieurs fonctions qui ont été utilisées pour le numérique, des fonctions d'occupation, des fonctions de travail, de lien aussi avec les personnes, au niveau de la scolarité aussi, et de recherche d'informations. Il faut savoir qu'un tiers du coup des adultes a télétravaillé, 30% du coup des adultes ont suivi la scolarité des enfants ou les ont aidés à suivre, un quart a réalisé une téléconsultation médicale. En moyenne, les Français, du coup, utilisent 19 heures par semaine, enfin, sont connectés, on va dire 19 heures par semaine sur Internet. C'est à peu près similaire au temps passé sur la télévision. Et on remarque aussi qu'il existe une fracture générationnelle importante, notamment entre les référentiels des adultes, les parents, les éducateurs, les professeurs, tous ceux qui gravitent autour des jeunes, et les jeunes, ce qui empêche du coup l'information et la prévention par les référents adultes. Des études existent sur les jeunes et leur rapport à la sexualité avec le développement d'Internet. Madame Raib vous en parlera plus en détail tout à l'heure. En effet, l'accès à la pornographie, l'exposition à la sexualité sur les réseaux, le cyberharcèlement, c'est toutes des thématiques en fait, qui angoissent, car ce sont des espaces dits plutôt incontrôlables. En tout cas, les adultes ont moins de contrôle dessus. Mais c'est tout vraiment ce que les jeunes font sur Internet en matière de sexualité et en quoi ces pratiques, du coup, elles influencent leur vie. Ces études, du coup, elles mettent en lumière la place qu'occupe Internet dans les domaines divers et variés, que sont les recherches d'informations sur la sexualité, le visionnage aussi de la pornographie, et montrent l'importance de replacer les usages vraiment dans leur contexte, celui vraiment de l'expérience, qui est lié du coup à l'adolescence, et plus généralement à la construction sociale de l'intimité.
Une étude de 2017 faite auprès de jeunes entre 15 et 18 ans sur la consommation de pornographie montre que 63% des garçons et 37% des filles ont déclaré avoir surfé au moins une fois dans leur vie sur des sites pour y voir des contenus ou des films à caractère pornographique. L'âge moyen auquel les adolescents ont surfé pour la première fois sur Internet, c'est autour de 14 ans et demi à peu près, chez l'ensemble des adolescents. Mais il faut savoir que du coup, la sexualité sur Internet, elle ne se résume pas seulement à la consommation de sites pornographiques. Il y a beaucoup de comptes qui existent sur les différents réseaux sociaux. En effet, ils sont pratiques et discrets, ce qui est intéressant pour les ados, qui recherchent des réponses à leurs questions sur la sexualité. Et du coup, ils regardent ça sur leur téléphone sans personne pour les déranger et sans personne pour voir. Mais certaines pratiques, vous le savez sûrement, sont à risque en termes de sexualité et d'usage d'Internet, notamment l'envoi de nudes, tout ce qui va être lié au harcèlement, les représentations du pornographique et comment ça va avoir un impact sur leur sexualité. Des dispositifs et des actions de prévention se développent depuis plusieurs années en milieu scolaire ou autre, notamment des actions d'information, de renforcement d'esprit critique, de bonnes pratiques. Donc, se développe beaucoup en milieu scolaire. Et il faut savoir que des dispositifs nationaux existent, et ça, ils seront représentés par les deux intervenants qui sont avec nous aujourd'hui. Le dispositif, du coup, Safer Internet, qui est le volet français du programme européen Better Internet for Kids, et qui regroupe, du coup, 3 lignes d'action. Le numéro 3018, qui est opéré par l'association e-enfance, dont son Comblaise vous parlera tout à l'heure. Internet sans crainte, qui est un programme plutôt de sensibilisation, et des points de contact, qui est une plateforme de signalement. Il existe aussi le dispositif On s'exprime, opéré par Santé publique France, où il y a un site internet qui est conçu pour les jeunes, qui se posent des questions, du coup, en matière de sexualité et d'amour, qui sera aussi, je pense, représenté par Mme Raïd. Merci. Bonjour à tous. J'espère que mon écran s'affiche correctement. Donc, en effet, je vais revenir sur certaines des données que Mme Guy-Salman a présentées et on va voir ensemble un peu quels sont les usages d'Internet des jeunes. Déjà, qui sont ces jeunes, quels sont leurs usages et ensuite, quel est le dispositif, nous, à Santé publique France, qu'on a développé et comment est-ce qu'il va évoluer, surtout sur ces évolutions que je vais vous parler. Donc, nos jeunes, quand je parle de jeunes, je parle des 11-18 ans, puisque c'est ma population cible. Et ces 11-18 ans, qui sont-ils? Donc, ils sont nés entre 2004 et 2011. Et ils représentent à peu près 10% de la population, avec quasiment 7 millions d'individus. 2004, c'est la date où le réseau social Facebook a été créé. Donc, ces jeunes dont on parle, l'intégralité de leur vie, ils ont connu les réseaux sociaux. Leurs parents les utilisent, pour la plupart, leurs grands-parents les utilisent, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de leur vie. Au cours de leur développement d'adolescence, il y a plusieurs événements qui arrivent et ces événements, finalement, ils arrivent assez dans la première partie de cette période, 11-18 ans, et plutôt au collège. Parce que 11-18 ans, ça correspond à la période collège-lycée. Et les signes de la puberté, qui sont les signes physiques, ils interviennent plutôt au moment du collège, avec, à la fin de la troisième, la quasi-totalité des filles qui ont leurs règles et une très grande partie des garçons qui ont une pilosité faciale qui a commencé. Donc, la découverte du corps, les modifications physiques, c'est plutôt sur le collège. Par contre, de la relation aux autres, ça s'engage sur le collège, et on va voir, ça continue beaucoup sur le lycée. On a un dialogue avec les parents au collège qui existe et qui est plutôt répandu, plutôt avec la mère. On a 65% des élèves total au collège qui déclarent un bon dialogue avec leur mère, alors qu'ils sont que 45% avec leur père. Mais on voit que ce dialogue, il a tendance à se dégrader avec l'âge. Et en revanche, le soutien des pères, lui, augmente. Alors, ce soutien, il est un peu plus présent chez les filles que chez les garçons. En troisième, on a 67% des garçons qui sont soutenus par leurs amis, ce qui est déjà pas mal, mais elles sont 76% chez les filles. Et on a les 2/3 des collégiens qui déclarent rencontrer des amis hors de l'école. Une petite partie le fait tous les jours, mais voilà, ce réseau de soutien, il passe des parents aux amis. Ça se ressent aussi du coup dans la recherche d'informations et dans les éléments qui peuvent être partagés où les pères occupent une place importante. L'adolescence, c'est également le moment des premiers rapports. Alors, quand on regarde les données sur le premier rapport en France, donc c'est des données qui sont issues d'enquêtes populationnelles, comme le baromètre santé
ou l'enquête HBSC ou en classe. Et l'âge médian du premier rapport, il varie peu. On est toujours autour de 17 ans. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la définition de premier rapport, elle reste relativement stable. Généralement, les jeunes entendent premier rapport pénétratif, ou pour certains, pas forcément pénétratif, mais en tout cas, un certain nombre de pratiques qui, on va dire, ils ont scripté, et c'est ça qu'ils raccordent au premier rapport. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des pratiques sexuelles en amont. Soit des contacts sexuels ou des rapports buccaux. Mais ça, non, on ne le traque pas, je n'ai pas d'informations dessus. Le premier rapport tel qu'il est entendu par les jeunes, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il est majoritairement souhaité, majoritairement hétérosexuel, majoritairement protégé. On a 85% de nos jeunes qui utilisent un préservatif lors de leur premier rapport, donc c'est très bien. Là où on voit qu'il y a une piste d'amélioration, c'est que les jeunes qui n'utilisent pas de préservatif lors de leur premier rapport, finalement, ce sont les plus jeunes, ceux qui vont avoir leur rapport le plus tôt dans leur vie. Et quand on regarde les jeunes qui ont eu un rapport sexuel à 15 ans ou avant 15 ans, ils sont un quart à ne pas avoir utilisé ni de préservatif, ni de contraception. Enfin, les motivations pour ce premier rapport, elles sont plus ou moins genrées, avec l'amour et la tendresse qui arrivent en premier lieu pour les femmes et le désir qui arrive en premier lieu pour les hommes. Donc là, on reste sur des stéréotypes de genre assez marqués, même si on voit qu'ils diminuent avec le temps. Dans toute cette construction, le numérique, il occupe une place importante. Donc, comme l'a précisé Mme Guy-Selman, ce numérique, il est présent et il a pris encore plus de place avec la crise Covid. Parmi les 12-17 ans, si on les interroge, donc c'est une enquête du CREDOC, le baromètre numérique, on a 97% qui se sentent compétents pour utiliser un smartphone. Ils disent que pour eux, ça pose pas de problème. Ils sont plus nombreux à dire pouvoir utiliser un smartphone sans problème qu'un ordinateur de bureau. On en a 9 sur 10 qui possèdent un smartphone entre 12 et 17 ans, et il y a un gros gradient d'âge. À 12 ans, il y a 60% des jeunes qui possèdent un téléphone personnel. Et ça augmente, et quand on arrive à 16 ans, ils sont 90%. Quand on arrive à 17, ils sont 95 au-delà de 95. Les filles, elles sont généralement équipées plus tôt que les garçons, entre 1 et 2 ans, pour généralement des raisons liées à la sécurité. On en a 86% qui se connectent quotidiennement à Internet, et pour ce faire, la majorité, 68%, utilisent préférentiellement leur smartphone. Et pareil, ils sont une grosse majorité, quasiment 9 sur 10, à échanger des messages sur des messageries instantanées, et plus de 6 sur 10 le font tous les jours. Un tiers des adolescents communiquent en ligne avec leurs amis ou d'autres personnes presque toute la journée. C'est vraiment leur moyen de communication préférentiel. Et en moyenne, on a pour cette tranche d'âge 17 heures. Alors, Mme Selman avait dit 19 heures. Bon, vous voyez, on est quand même sur les mêmes ordres de grandeur sur Internet. Et parmi ces heures passées sur Internet, on a 7 heures où c'est du visionnage de vidéos, mais on a un gros écart. C'est-à-dire qu'on a une partie de la population qui passe quasi la totalité de son temps sur Internet à regarder des vidéos et qui, là, du coup, score très haut. On a 20 heures de visionnage de vidéos. Et une partie qui regarde 1 heure ou 2 heures. Donc, on a des énormes écarts dans la population. À 15 ans, on a la moitié des filles et 40% des garçons qui ont un usage intensif des usages numériques. Ça veut dire qu'ils passent plus de 6 heures par semaine. Et un point que j'ai noté là, puisque quand on est en ligne, on a beaucoup de supports médias, on a des vidéos, des images, mais il y a aussi de la lecture. Et on a quand même 12% de ces 12-17 ans qui déclarent une gêne avec la lecture. Donc, ce qui insiste bien sur le fait qu'il faut, nous, en tant qu'acteurs de santé, diversifier nos contenus pour pouvoir les atteindre. Le numérique, c'est aussi une place dans l'intimité de ces jeunes. Et donc, on a un adolescent sur 7 qui préfère utiliser la communication en ligne pour discuter de questions personnelles avec ses amis plutôt que de le faire en face à face. L'utilisation problématique des réseaux sociaux, donc on définit qu'une utilisation est problématique à partir du moment où elle a un impact négatif sur soi, sur son estime de soi, sur la possibilité de faire des choses avec les autres. Et donc, l'utilisation problématique des réseaux sociaux, elle est encore minoritaire, mais elle concerne quand même 5% des garçons et 11% des filles de 15 ans. Et là, on voit le delta entre garçons et filles.
on en a un quart qui nous déclare, donc entre 12 et 17 ans, hein, qui déclarent déjà avoir vécu une situation embarrassante en ligne. Alors, ces situations, elles sont assez larges. Ça peut être écrire quelque chose qu'on regrette, ça peut être voir des éléments de sa vie privée qui sont dévoilés, pas forcément des vidéos, ça peut être des informations privées qui sont dévoilées dans des conversations, mais malgré tout, une situation embarrassante vécue pour un quart d'entre eux. Et le numérique a aussi une place dans l'intimité, puisque si on regarde la tranche d'âge qui est juste après, donc les 20-24 ans, sur cette tranche d'âge, il y a un quart des hommes et 10% des femmes qui avaient rencontré un partenaire sexuel sur Internet en 2016. Donc ces chiffres, ils n'ont fait qu'augmenter. Ils ne sont pas actualisés, ils vont être actualisés l'an prochain, en 2023. Mais déjà en 2016, un quart des hommes et 10% des femmes entre 20 et 24 ans avaient rencontré un partenaire sexuel sur Internet. Ces chiffres, bien sûr, vont augmenter. Cette intimité, on peut dire qu'elle répond à de nouveaux codes pour ceux qui sont d'une autre génération, qui peut être la mienne, et qui sont nés bien avant les années 2000. L'intimité au moment de l'adolescence avait une notion assez physique. C'était le journal intime, ça pouvait être l'espace de la chambre s'il y avait des chambres personnelles. C'était aller les uns chez les autres, se retrouver dans des lieux communs. Cette intimité physique, elle a été en partie déplacée sur le numérique. Et le numérique va constituer à la fois un lieu d'expérimentation et de compartimentation. D'expérimentation parce qu'on peut avoir plusieurs comptes sur lesquels les jeunes vont faire vivre plusieurs identités. Ils vont prendre des libertés avec les assignations sociales, se faire passer pour quelqu'un de plus âgé, de l'autre sexe potentiellement, parler de pratiques qu'ils font, qu'ils ne font pas, mais en tout cas sur lesquelles ils se testent et ils testent leur père ou les gens avec qui ils discutent. Et ça leur permet aussi de parler de choses avec lesquelles ils ne parleraient pas forcément en dehors de l'anonymat et avec lesquelles ils ne parleraient pas forcément avec des personnes qu'ils connaissent physiquement. Donc ça leur permet cette expérimentation des identités en dehors de la façon dont ils sont désignés par leurs proches. C'est aussi un espace de compartimentation puisque avec l'existence de divers réseaux sociaux et de ces diverses personnalités que les jeunes peuvent développer et tester, les différents réseaux sociaux sont assignés à différents rôles. Instagram va avoir un rôle de vitrine, Snapchat va être plutôt pour un rôle vraiment d'intime, de conservation des amitiés, de transfert d'éléments du groupe, de la tribu, si on va dire. Donc, on compartimente et on expérimente. C'est aussi un lieu de stockage, c'est un peu la réplication numérique du journal intime. On va garder, on va archiver les choses qu'on fait, les choses qu'on échange. Et c'est aussi des ressources d'information, avec des questions, alors des questions techniques, comment faire, où aller, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les tutos, les step-by-step. Donc ça, les réseaux sociaux comme TikTok sont pleins de tutos pour plein de choses, pour se maquiller, pour faire à manger. Les jeunes cherchent aussi des tutos sur comment j'appréhende ma vie intime, sexuelle et affective. Et ça va les aider aussi à trouver des réponses et à engager des questionnements sur des choses qui sont moins techniques, qui vont être plus liées à l'affectivité, à la curiosité, à leur orientation sexuelle et à leur identité. Bien sûr, avec ces accès, il y a également des craintes qu'on peut avoir autour de l'accès sur le porno ou de contenu sexuel. Alors, les jeunes, eux, ils voient un certain avantage. Cet accès, ça leur garantit l'anonymat. Ils peuvent accéder à des contenus sexuels en ligne, que ce soit des contenus graphiques avec, du coup, la visibilité, la vision des corps de la sexualité, ou les contenus sur les questions qu'ils n'oseraient pas poser. Donc, ça leur garantit en principe le respect de leur vie privée et ça les prévient des formes d'humiliation entre pairs qui pourraient survenir suite aux questions qui sont posées sur la sexualité ou alors au fait de savoir qu'on regarde de la pornographie. Sur le porno, qui est une inquiétude très présente pour les adultes, les jeunes, donc, quand on regarde les plus jeunes, c'est une enquête qui a été menée pour une association qui s'appelle l'Open en 2017. Et sur les jeunes de 15 ans, cette enquête stipulait qu'on avait 43% des jeunes qui avaient déjà consulté un site pornographique
38% via un smartphone. Que la première exposition, elle se faisait généralement entre 13 et 15 ans. On est à plus de 50% des jeunes qui ont été exposés entre ces deux âges. Que plus de la moitié des hommes et des femmes de cet âge-là estimaient qu'ils avaient été exposés trop jeunes à leurs premières images pornographiques, donc avec quand même une conscience du caractère de ces images. Et ils étaient quasi la moitié des hommes et 37% des femmes à estimer que ces vidéos pornographiques, elles avaient participé à leur apprentissage de la sexualité en positif ou en négatif. Et c'est important de le dire parce que lorsqu'on dit ça, généralement, on a l'image de elles ont impacté négativement la sexualité. Non, beaucoup disent que ça a été neutre et parmi ceux qui se positionnent, on a près la moitié en positif, la moitié en négatif. Après, c'est leur ressenti. On peut avoir une autre analyse professionnelle. Cette multiplication des sources et des paroles sur la sexualité, c'est aussi ça représente aussi des opportunités pour nous. Il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup de prises de parole sur la sexualité en ce moment. Vous avez dû, si vous vous intéressez au sujet, vous avez dû voir qu'il y a beaucoup de livres qui sont en train de paraître, donc de ressources physiques. Il y a beaucoup de comptes Instagram, beaucoup de comptes TikTok qui se positionnent vraiment sur la parole autour de la sexualité, autour des affectivités et autour de l'éducation à la sexualité. On appuie là sur l'influence des pairs et le sens de la communauté. Donc, au-delà de la classe d'âge, parce que généralement, dans pairs, on entend des gens du même âge, on va avoir des groupes qui vont se créer, qui vont avoir des appartenances, qui vont se noter dans les affinités, dans les styles de vie, dans la façon d'aborder les questions de sexualité. Par exemple, l'un des plus gros comptes qui est Orgasme et moi, qui a sorti un hashtag qui s'appelle, alors je crois que le hashtag c'est MMM, et qui se veut être un marqueur d'acceptation, d'ouverture, de discussion à la sexualité. Et donc, on a pas mal de jeunes, alors un peu chez les 11-17, mais sur la tranche d'après, surtout, qui revendiquent l'appartenance à cette communauté bienveillante autour de la sexualité et qui donc, sur leurs différents profils, vont afficher ce hashtag, par exemple. Donc, ils adhèrent autour d'un certain nombre de valeurs, d'influences qu'ils peuvent avoir et du renforcement du lien qui va se faire au fur et à mesure des échanges. Ces communautés, elles offrent une possibilité d'éducation à une sexualité participative, interactive et continue, et ça, c'est ce qui est recommandé par l'OMS. Alors, les modalités d'intervention se construisent et elles sont là, généralement, prises en charge par des personnalités de la société civile, donc avec plus ou moins une approche professionnalisée, mais malgré tout, on a là une opportunité sur laquelle on peut s'appuyer. Avec cet environnement, donc, nous, à Santé publique France, on développe le site On s'exprime, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et donc, je vais vous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vais vous présenter aussi un petit peu comment est-ce qu'on travaille sur ce site, comment est-ce qu'on le construit. Et je vais vous dire quelques petites choses sur son évolution et ce qu'on va mettre à disposition dans l'année à venir. Le dispositif On s'exprime, on l'inscrit bien sûr dans les différents cadres de référence autour de l'éducation à la sexualité, que sont la stratégie nationale de santé, la stratégie nationale de santé sexuelle, où l'éducation des jeunes à la sexualité, c'est l'axe 1 de l'objectif 1, donc c'est ce qui a été mis vraiment en premier. Et nous, on le décline dans notre programme à Santé publique France avec comme objectif de favoriser une entrée positive des adolescents dans la sexualité et l'adoption sur le long cours de comportements favorables à la santé sexuelle. On s'appuie sur les principes directeurs internationaux sur l'éducation à la sexualité, qui est une matrice produite par l'UNESCO, qui est découpée en tranches d'âge. Donc, nous, on s'intéresse aux deux dernières tranches d'âge, les 12-15 et les 15-18, pour lesquelles sont donnés des objectifs d'apprentissage autour de connaissances, attitudes et compétences pour un ensemble de thèmes qui constituent l'éducation à la sexualité. On va s'appuyer sur cette matrice pour nous découper les thématiques et bien définir les objectifs qu'on fixe à nos contenus et s'assurer que tout est couvert. Les enjeux sur la prise de parole, pour nous, c'est de faire prendre du recul. Notre expérience, elle est située, et pour les jeunes également, en fonction de son milieu, de son parcours, de pouvoir faire entendre le vécu des autres, de faire baisser la pression en dénormalisant et en essayant de rassurer un peu les angoisses sur
le fait d'être conforme ou à la hauteur des attentes, de permettre d'être soi. Et en cas de problème, donner les éléments et les clés pour avoir de l'aide. Donc sur les solutions de rattrapage, sur les lieux d'accueil, les lignes d'écoute, et essayer d'armer un petit peu pour faire face aux situations de discrimination. Le dispositif, il cible donc les 11-18 ans, mais il est aussi à destination et à disposition des professionnels relais. Donc, c'est les professionnels qui sont en contact avec les adolescents. J'entends par là les enseignants. Enfin, je vous ai mis une liste là qui n'est absolument pas exhaustive, mais c'est aussi bien dans les milieux d'enseignement que dans les milieux associatifs ou l'éducation populaire. On s'exprime, c'est pas seulement un site. C'est un site, c'est sûr, avec des contenus qui sont écrits, mais qui sont doublés aussi avec des vidéos, avec des images, avec des outils. On essaie de toujours doubler l'information qu'on a par un contenu interactif qui ne va pas utiliser l'écrit. Mais c'est aussi des espaces participatifs. On avait un compte Facebook qui existe toujours, mais notre communauté Facebook qu'on a construite il y a 10 ans a vieilli avec nous. Et donc maintenant, ce sont de très bons ambassadeurs, mais ils ne sont plus du tout dans notre cible. Et donc, on a ouvert un compte Instagram qui est ouvert depuis 2 mois maintenant. Vous aurez le lien en fin de présentation et je vous invite à vous y abonner si vous le souhaitez. Et on a une chaîne YouTube également où l'ensemble de nos contenus est repris. Le dispositif s'appuie également sur des brochures, donc les brochures questions d'ado, première fois et première consultation gynécologique, et des campagnes que l'on met en place sur les réseaux sociaux et sur les médias jeunes. Je distingue vraiment le fait d'avoir des espaces, par exemple, ce qu'on a sur le compte Instagram où on est présent en propriétaire, où les jeunes peuvent participer, où on publie des choses, c'est une vie organique de notre chaîne, et des campagnes où on achète de l'espace, c'est-à-dire qu'on n'a pas de compte comme sur TikTok, par exemple, ou Snapchat. On n'a pas de compte. Par contre, on est présent, on pousse du contenu pour atteindre les jeunes. On travaille sur les formats, on a un gros travail autour des formats. Je vous ai montré, on avait 12% des jeunes de 12-17 ans qui déclaraient avoir un problème avec la lecture. On sait qu'ils lisent de moins en moins, qu'ils sont friands de formats vidéo. Donc, dans un souci d'accessibilité, on travaille cette diversité de formats. Et au-delà des articles, les informations, elles sont racontées en vidéo. On utilise des schémas, des illustrations, des quiz. Les brochures, donc je vous en ai parlé, je vous les remets en visuel si jamais vous ne les connaissez pas. Ce sont des brochures qui sont très déployées, donc c'est fort possible que vous les ayez déjà croisées. Le dispositif, je ne vous ai pas montré là le site internet tel qu'il est aujourd'hui, puisqu'on est en train de le faire évoluer et je trouvais plus intéressant de vous parler des évolutions, parce que ça donne un peu des éléments sur comment est-ce que les jeunes consomment et ce qui leur convient actuellement. Donc déjà, on a fait une enquête sur le dispositif actuel et on voit qu'on a une très bonne connaissance des productions dont s'expriment par les jeunes et par les professionnels qui sont hors des établissements de santé, mais que la marque en elle-même a une notoriété assez faible chez les jeunes, alors qu'elle est très bien connue chez les professionnels. L'outil le plus connu, c'est la brochure Question d'ado, qui est massivement connue par les professionnels, c'est pour ça que je pense que vous l'avez croisée, et qui est vraiment très notable chez les jeunes, avec plus de 60% des jeunes qui identifient cette brochure. Et on a des ressources et des outils qui sont globalement satisfaisants, mais on a les professionnels qui nous soulignent quand même qu'ils seraient preneurs d'autres outils. En gros, plus on fait d'outils qui vont être diversifiés, plus ça sert leurs actions. Donc, on est parti sur une refonte de notre univers et de notre dispositif. Cette refonte, elle va passer par tout. On va refondre le graphisme, les accès, la présence sur les réseaux sociaux. En univers graphique, on est parti sur le principe que quand on était adolescent, on avait beaucoup d'interrogations sur la sexualité, qu'on s'exprime, rien que par son nom, veut être une plateforme où on peut obtenir des réponses fiables, mais aussi on peut avoir un échange. Et donc, on est parti sur ce principe de bulles, de propositions foisonnantes, où on veut mettre un peu en image la diversité des questions, des personnalités, des formes, des couleurs. Voilà, on fait ça avec des bulles, mais l'idée est celle-ci. On diversifie également avec des visuels photos, une icono qui va s'appuyer sur des portraits d'adolescents, donc face caméra qui répond au code des réseaux sociaux, de l'imagerie des réseaux sociaux. Par contre,
là où on se décale des réseaux sociaux, c'est qu'on veut des images qui soient très réalistes. Il y a des études à la fois en psychologie, mais aussi là en intervention, qui a testé la variation de l'estime de soi en fonction de la qualité des images qui étaient proposées sur des 18-35 ans. Les résultats sont fortement réplicables sur les plus jeunes et on voit que lorsqu'on est sur des images qui correspondent à des standards de beauté très difficilement atteignables, l'estime de soi se réduit de plusieurs points très rapidement. En fait, dès 20 minutes d'exposition, l'estime de soi baisse. Donc, on est sur des images très réalistes. On les double avec de l'illustration, 2 illustrateurs différents, un illustrateur avec un trait plutôt BD, plutôt réaliste dans les proportions, qui va correspondre aux attentes des garçons et des plus âgés, des plus de 15 ans. Et une illustratrice avec des traits plus doux, les contours ne sont pas marqués, il y a une liberté prise dans les proportions des corps et qui, là, répondent plus aux critères esthétiques des jeunes filles, des plus jeunes et des filles. Donc ça, on a fait des pré-tests auprès de toute notre gamme d'âge dans plusieurs villes de France pour vérifier ces éléments-là et leur faire réagir. C'est comme ça qu'on a choisi les illustrateurs. On en avait beaucoup plus. On a sélectionné ces 2-là suite à ces tests. L'univers graphique du type qu'on a testé. Donc, on va avoir un design qui est assez simple, une page d'accueil assez claire, des couleurs qui sont gaies et contemporaines. On va travailler avec des fonds noirs, avec des questions mises en avant. Donc, ça tranche beaucoup avec nos codes institutionnels, mais le fait de mettre en avant ces questions, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour les jeunes. Ce qu'ils nous ont fait remonter, c'est on a des questions, on veut qu'elles soient adressées, on veut qu'il n'y ait pas de tabou autour de ça et on veut être sûr que les questions que vous traitez, c'est bien les nôtres. Et c'est pas, en gros, c'est pas l'information que vous voulez nous faire passer que vous mettez en forme de question. C'est ce que nous, on veut savoir, que vous mettez en avant. Et donc, on part de l'expérience des jeunes. On a une iconographie que je vous ai présentée là qui correspond aux repères esthétiques des réseaux sociaux et qui apporte un dynamisme. Donc, menu, on a redécoupé nos contenus. On a mis des noms de rubriques, mais étant donné qu'on est sur une tranche d'âge assez large, 11-17, les expériences sont très différentes, mais également la façon de nommer les choses et le vocabulaire. Donc, on est parti sur un menu avec des noms de rubriques et une explication en dessous de chacune des rubriques. Et ça, ces explications, elles ont été testées, validées auprès de notre cible. Et sur le site, on va avoir 3 services principaux. Un annuaire des services de santé sexuelle qui va s'appuyer sur un annuaire développé par le ministère. Un chat qui va renvoyer directement vers le chat Fil Santé Jeune et une FAQ. Je passe rapidement. Donc la FAQ, comme je vous dis, les questions, elles vont être vraiment mises à l'honneur. Je vous ai mis le visuel là, de la page d'accueil telle qu'elle va s'afficher sur portable. Et les questions qu'on va sélectionner, elles vont être issues des réseaux sociaux, donc de notre page Instagram, où on a un espace participatif et où les jeunes peuvent envoyer leurs questions directement à notre community manager. On va essayer d'avoir en home un mix de questions relationnelles et physiques. Elles vont être présentes partout dans le site. Ça va vraiment être la clé de navigation et d'entrée dans ce site. Et on va vraiment valoriser ces questions. D'ailleurs, dans la headline, donc la headline, c'est la petite phrase qui présente le site que vous avez sous le logo. On a vraiment mis ces questions en avant puisque On s'exprime, c'est le site des réponses aux questions qu'on pose. On a un partenariat avec Fil Santé Jeune, le chat qu'on met directement à l'intérieur des pages et des modules qui existent actuellement sur On s'exprime, mais qui ont un peu vieilli, qui ont des entrées assez genrées et du coup qu'on doit revoir. Je vous les remets là quand même parce que ce seront nos gros hits pour les professionnels et les personnels intervenants. Donc, on a un module autour de l'anatomie où on a une diversité à la fois de vulves et de pénis dans laquelle les jeunes peuvent naviguer. Donc, nous, on appelle les petites culottes. Donc là, vous avez des petites culottes. Si vous passez sur les petites culottes, la culotte s'enlève et si vous cliquez, vous arrivez sur le sexe. Donc, on a des sexes de toute taille. Pour les sexes masculins, on a les sexes circoncis, non circoncis et les sexes peuvent être vus en excitation ou au repos. Et à chaque fois, on peut identifier les parties anatomiques. Vous aurez le lien dans la présentation. Le deuxième outil à utiliser, c'est l'outil QRT, qui permet de mettre en évidence les changements du corps en se construisant un avatar et en ayant les différents changements qui se passent aux différents endroits du corps.
Les réseaux sociaux, donc je vous l'ai dit, on l'a lancé le 6 avril, on a près de 2000 abonnés, on a plusieurs formats d'animation, dont 2 qui appellent au témoignage. Et ces témoignages sont vraiment des outils clés pour les jeunes qui s'appuient beaucoup sur la parole de leur père. On l'a vu en début de présentation, on passe d'une relation assez importante avec les parents, avec plutôt un soutien des pères entre le collège et le lycée. Ça ne veut pas dire que les parents sont absents, mais en tout cas, les pères prennent plus de place. Donc, cet appel à témoignage, ça nous permet de faire le lien avec cette réalité. Et voilà, et donc on aura beaucoup d'imagerie aussi pour montrer la diversité des différentes parties du corps ou les différentes diversités au global. Les ressources pour les professionnels. Donc, on a un catalogue que vous pouvez trouver sur Santé publique France. Je vous ai remis le lien avec l'intégralité des brochures qui peuvent être mobilisées auprès des adolescents. Vous pouvez les commander gratuitement. Pareil, je vous ai remis le lien. Et pour suivre, pour votre information, donc on a des réseaux sociaux institutionnels, Santé publique France, sur Twitter, sur LinkedIn. Et on est en train de mettre en place une newsletter dédiée. Alors, son lancement est un petit peu lent. Pour l'instant, on en a eu une. On espère en faire une autre à la rentrée qui portera sur le porno. Voilà, donc pareil, vous aurez les liens dans la présentation et vous pouvez vous y référer. Je vous ai mis également les différentes ressources utilisées et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention très riche. On a beaucoup de questions qu'on reprendra du coup à la fin. On va laisser du coup la parole maintenant à Samuel Comblès, directeur opérationnel des opérations chez e-Enfance. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Voilà, merci de cette invitation. Et je vais commencer par déjà me présenter. Donc, effectivement, je suis Samuel Comblès, je suis psychologue de l'enfant et de l'adolescent de formation. J'ai travaillé en pédopsychiatrie pour le site Fil Santé Jeune, où j'ai été écoutant pendant plus de 10 ans, et pour un certain nombre de services dans le domaine sanitaire. Et je suis aujourd'hui directeur des opérations de l'association e-Enfance et j'ai aussi une petite activité libérale en parallèle sur Paris. Alors, je voudrais commencer par vous présenter l'association pour laquelle je travaille. Donc, on est une association de protection des mineurs sur Internet. On existe depuis 17 ans maintenant. On est basé à Paris, exclusivement à Paris, mais on a un rayonnement national puisqu'on est agréé par le ministère de l'Éducation nationale et reconnu d'utilité publique. Notre mission, c'est de prévenir, de sensibiliser aux risques liés aux usages d'Internet les structures qui font appel à nos services. Donc, c'est majoritairement des structures scolaires. Dès l'école primaire, on intervient chez nous à partir du CP, dès 6 ans, jusqu'à la terminale. On fait aussi des interventions de prévention dans les universités. On s'adresse aussi aux parents et aux professionnels. Ça, c'est le premier champ d'action, donc la prévention. Le deuxième champ d'action, c'est de gérer un service téléphonique qui s'appelle le 3018, qui s'appelait il y a encore un petit peu plus d'un an Net Écoute, si vous connaissez sous cette appellation, et qui a pour mission d'aider les victimes de cyberviolence et de leurs parents. Et c'est le dernier point que je vais aborder dans ma présentation. Donc, si vous ne connaissez pas le 3018, je vais vous en faire la présentation et surtout vous montrer comment, en tant que professionnel ou en tant qu'utilisateur d'Internet, vous pouvez l'utiliser. On est un partenaire privilégié du ministère de l'Éducation nationale aussi sur les questions de cyberharcèlement, puisqu'on a une convention avec le ministère depuis 2011. Et puis, comme vous le voyez sur la slide, on a fondé un certain nombre de comités, de groupes de travail, d'observatoires pour accompagner les jeunes dans leurs usages numériques. Et on fait partie notamment du comité de lutte contre l'exposition des mineurs au contenu pornographique. Et vous avez peut-être vu dans les médias que nous avions engagé une action référée contre les fournisseurs d'accès à Internet en octobre 2021 pour justement faire respecter la loi et faire en sorte que l'accès des jeunes au contenu pornographique soit plus complexe qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il suffit de dire qu'on est majeur pour pouvoir y avoir accès. Malheureusement, les tribunaux ne nous ont pas suivis et nous avons été déboutés. Donc, pour l'instant, les choses n'ont pas avancé. Alors, Madame Raïb a beaucoup parlé, et à juste titre, puisque, comme on le sait, les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, on a beaucoup parlé auparavant du temps passé sur les écrans. Et donc, ça me permet de ne pas devoir aborder ce sujet-là et de pouvoir peut-être plus aborder la solitude avec laquelle les jeunes aujourd'hui utilisent les écrans d'ordinateur, de téléphone, etc. Et pour commencer mon propos en guise d'illustration, je voudrais vous montrer
quelques petits objets qui, moi, m'interpellent dans la façon dont les jeunes consomment Internet aujourd'hui. Alors, le premier est un produit de grande consommation assez fréquent que l'on peut retrouver dans les véhicules. Le problème, c'est qu'évidemment, les enfants vont avoir accès à Internet sans la présence, en tout cas sans le regard bienveillant et protecteur des parents. On disait tout à l'heure que l'âge d'exposition à la pornographie était assez précoce, autour du début de l'adolescence. Moi, il me semble que, en tout cas, mon expérience et ce que l'on voit à la fois sur le 30-18 et dans nos actions de prévention en classe, c'est que ça commence dès le primaire, pas forcément de manière volontaire, ça peut être une exposition accidentelle. Parfois, c'est volontaire, pas en guise d'excitation, mais plutôt avec l'objectif de satisfaire une curiosité. Et les jeunes, certes, ne passent pas à l'acte sexuellement plus tôt qu'auparavant. L'âge médian est toujours autour de 17 ans. Par contre, la préoccupation pour la sexualité, je trouve, a nettement diminué. Donc l'âge diminue petit à petit. Il y a encore 5 ans, on sensibilisait les jeunes à partir de la sixième, de la classe de sixième, et aujourd'hui, 5 ans après, on est en CP, et je pense que l'année prochaine, nous serons en classe de maternelle pour des problématiques d'exposition des jeunes à des images pornographiques, puisque, comme vous le voyez sur la slide, quand on est exposé sans présence des parents, ça veut dire qu'on peut avoir accès à n'importe quel type de contenu, et les jeunes ont une utilisation très intuitive du numérique, donc ils peuvent parfois tomber sur des images inadaptées. Je vais vous montrer 3 autres photos. Je voudrais juste vous préciser avant de les présenter que ce sont des vraies photos, ce n'est pas des montages que j'ai faits, ce sont des vrais produits qui se vendent sur Internet, donc qui sont accessibles très facilement, notamment celui-ci. Bon, je ne vais pas vous en faire l'explication, je pense que c'est assez facile, mais ça confirme un peu mon propos d'une solitude des jeunes sur les écrans. Un autre produit aussi en vente et qui est commercialisé par une grande marque de jouets pour enfants. Et puis un dernier, alors là, c'est plus pour illustrer aussi l'impact que ça peut avoir sur les parents et la façon dont le numérique s'introduit dans certains foyers. Alors, je vais vous le montrer autrement, cet objet. C'est un objet qui permet à la fois de tenir le biberon de l'enfant et aussi le téléphone portable de la maman. Et comme vous le voyez sur la photo précédente, l'enfant ne regarde pas sa mère, ce qui serait bon pour autant qu'il fasse. Hein. Je pense que vous êtes tous professionnels en lien avec des enfants, donc vous savez l'importance de ces moments et on peut considérer que c'est des objets qui posent question et sur lesquels nous avons besoin peut-être de faire réfléchir les parents quand ils les achètent pour pouvoir faire en sorte que le numérique ne soit pas une zone problématique et que ça ne vienne pas perturber l'évolution et la construction de l'enfant. Alors, je vais vous parler de 2 sujets aujourd'hui, le cyberharcèlement en lien avec la façon dont les jeunes se mettent en avant sexuellement et corporellement. Et puis, j'aborderai aussi une partie sur la pornographie avec des éléments un petit peu différents de ceux de Mme Raïb. Et puis, surtout aussi pour vous expliquer comment nous, on sensibilise les jeunes dans nos actions de prévention. Alors, une petite définition pour commencer. Donc, le cyberharcèlement, ça correspond à des comportements intentionnellement agressifs de la part d'une ou de plusieurs personnes visant à porter préjudice à un internaute, le blesser, le mettre en difficulté et établir une relation dominant-dominé de manière répétée et à long terme en utilisant bien évidemment les outils de communication numérique. Alors c'est un délit, il faut le rappeler, hein, parfois on minimise l'impact du cyberharcèlement et sa gravité. Le problème du cyberharcèlement, c'est que les contenus peuvent être diffusés même si le harceleur a cessé son comportement. Donc il n'est pas juste question uniquement d'arrêter le harceleur, mais il faut aussi effacer les traces de ce harcèlement. Le harceleur peut rester anonyme en agissant caché derrière un pseudo et sans jamais se dévoiler. C'est un des problèmes d'ailleurs que nous avons dans la lutte contre ce harcèlement, c'est qu'on peut rester caché derrière son écran et il est difficile de dévoiler qui est véritablement derrière ces situations. Les victimes de harcèlement sont souvent victimes de harcèlement à l'école. Il y a une espèce de continuum assez connu et bien observé. D'ailleurs, on ne se harcèle pas de la même façon toute l'année. Il y a des saisons de harcèlement. En général, septembre-octobre est une saison assez basse. Ça commence à augmenter à partir d'octobre jusqu'à peu près au mois d'avril-mai. Là, on est plutôt en début on est au maximum de la saison haute et on va commencer à baisser puisque les examens arrivent et qu'il y a d'autres préoccupations. Et puis, ça va reprendre comme chaque année en septembre-octobre.
Internet, c'est une espèce de grande cour de récréation virtuelle où on va pouvoir faire tout et parfois n'importe quoi, malheureusement, avec l'impression d'impunité côté auteur et avec l'impression d'une insécurité permanente du côté de la victime, puisque Internet n'a pas d'horaire d'ouverture et de fermeture. On est dans une impression que le harceleur peut intruser notre vie, qu'il est présent à tout moment de notre vie, même en dehors des horaires de l'école. Et c'est vrai que c'est une des caractéristiques des victimes que nous recevons sur le 3018, c'est qu'elles se sentent souvent très fatiguées et elles nous en font la démonstration. Alors, pour pouvoir illustrer mon propos, je voudrais vous présenter quelques exemples. Un premier d'un vrai message que nous avons reçu sur le 3018 il y a quelques semaines. Je vais vous le lire. « Rends-moi service, s'il te plaît, suicide-toi. Je te jure, je parle sérieusement, mais ça me rend fou de voir que des gens aussi bêtes polluent notre planète. Genre, sérieusement, tu n'as rien accompli dans ta vie, tu comptes pour personne. Autour de toi, c'est juste des hypocrites qui t'oublieront une fois que tu seras parti. Tu existes pourquoi? Tu n'as aucune raison de vivre. Genre, je suis sérieux, donc mets fin à ce calvaire et suicide-toi. Fais-le, c'est la seule solution pour ton bien et pour le bien de tous les autres. Ton suicide sera la seule chose de bien que tu auras accompli dans ta vie et je t'en remercierai profondément. » Alors, ce message, il nous a interpellés, même si on en reçoit des dizaines tous les jours, extrêmement violents sur le 3018. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est la qualité de l'orthographe qui montre que ce message a été écrit avec je trouve une espèce de froideur et peut-être avec beaucoup de réflexion, qu'il a été relu et que vraiment l'intention agressive était vraiment présente. Je vous le montre parce qu'il est évidemment très violent. Et puis parce que quand on ne connaît pas forcément les usages numériques des jeunes, on a peut-être parfois à sous-estimer la gravité de ces propos, de ces photos que je vais vous montrer aussi, et de ces messages. Et je pense qu'il est important de s'intéresser justement à ce harcèlement vécu par les jeunes pour pouvoir, une fois qu'ils nous en font part, pouvoir les accompagner. Et je voulais aussi vous montrer la réaction de la victime, que je trouve très juste quand elle dit pourquoi tu perds ton temps à m'envoyer tout ça. Et je pense que c'est la meilleure des réponses que l'on peut faire à un harceleur, c'est surtout de ne pas montrer que son harcèlement a un effet, de ne pas montrer qu'on a peur, de pouvoir couper tout contact dès le début pour pouvoir faire en sorte que la situation s'arrête le plus rapidement possible. C'est souvent l'inverse que font les victimes d'ailleurs, hein, c'est d'essayer de se défendre, ce qu'on peut comprendre évidemment, puisque quand on est agressé, c'est un mouvement assez naturel. Un autre exemple que je vous donne, avec une mise en situation, Raphaël et Laura ont 15 ans tous les deux, ils sortent ensemble depuis quelque temps. Un jour, Raphaël lui demande de lui envoyer des photos d'elle dénudée et elle finit par accepter. Vous voyez sur le côté gauche, le téléphone avec les discussions des jeunes, c'est pour donc te voir que même quand tu me manques, donc la jeune fille, on voit, elle hésite et au final, le garçon obtient ce qu'il souhaite. Alors, c'est ce qu'on appelle du sexting, c'est très à la mode. Les jeunes s'envoient des photos dénudées ou un peu déshabillées, je dirais. J'ai mis une petite photo d'un Polaroid, puisqu'à notre époque, on aurait peut-être utilisé ce genre d'appareil. Aujourd'hui, c'est plus facile avec un téléphone portable. Je dirais que dans l'état de la situation que je vous présente, c'est pour l'instant pas problématique. Évidemment, vous imaginez que la situation va dégénérer et qu'il va y avoir des problèmes. Nous, le sexting, on en parle en classe dès la classe de 6e et on donne un certain nombre de préconisations pour éviter justement la suite de la situation que je vais vous montrer juste après. Ce que l'on dit d'abord, c'est que quand on envoie des photos de soi dénudées, il faut déjà s'assurer qu'on a confiance en la personne. Et c'est vrai que les jeunes vivent aujourd'hui l'envoi de ce qu'on appelle de nudes, de photos dénudées, comme une espèce d'obligation qui leur est faite. Et s'ils ne le font pas, bien ça supposerait qu'ils ne sont pas sérieux dans la relation amoureuse. Autre chose aussi qu'on préconise, c'est de vérifier qu'on connaît personnellement la personne à qui on va envoyer la photo. Alors ça, c'est aussi un phénomène assez étonnant, c'est qu'on se rend compte que parfois certaines jeunes filles sont sollicitées par des inconnus pour envoyer des photos d'elles dénudées, et elles le font avec évidemment le risque de mauvaise exploitation de ces photos et de diffusion sur Internet. Est-ce que la photo que tu vas envoyer, la personne est d'accord pour la recevoir? Alors ça, c'est un peu l'inverse. C'est plutôt des phénomènes où on voit des garçons envoyer des photos de leur sexe en érection à des filles de manière souvent répétée. Alors, je ne sais pas ce qu'ils attendent exactement, mais souvent, évidemment, ça crée plus de la sidération et le rejet ou du dégoût qu'autre chose. Mais ce sont des phénomènes qu'on observe, ce qu'on appelle des dick pics, donc des photos de sexe. Et donc là aussi, on aide les jeunes à réfléchir sur l'impact qu'ils peuvent imaginer du côté de la victime quand on reçoit ce genre de choses.
Est-ce que c'est indispensable? Bon, ça reprend un peu ce que je disais, hein, ça fait je sais pas, 15 jours, par exemple, que la relation a commencé. Est-ce que c'est vraiment indispensable de s'envoyer des photos comme ça dénudées pour se montrer notre amour? Il y a peut-être d'autres façons de le faire. Et quand on est en classe, on essaie de les faire réfléchir à ça. En tout cas, ce qu'on leur dit, c'est que si tu dois le faire vraiment, que tu ne peux pas t'empêcher parce que voilà, ça a du sens pour toi, eh bien, écoute, fais-le, mais fais-le bien. Et comment s'envoyer des photos de soi dénudées par Internet sans risque? Eh bien, c'est assez simple. Le conseil que je vais donner est assez léger, mais pourtant, si les jeunes le suivaient, on aurait beaucoup moins de problématiques. Si tu envoies des photos de toi dénudée, c'est soit ta tête, soit ton corps, mais ce n'est pas les deux réunis. L'avantage, c'est que si c'est le corps dénudé sans la tête, eh bien, il n'y a pas de risque, hein, même si la photo fait le tour du monde sur Internet, il n'y a pas de risque d'être reconnu. Et si c'est que ta tête, eh bien, c'est ta tête et il n'y a pas de souci. Tout ça pour éviter la suite, hein, comme je le disais, évidemment, le couple va se séparer, le jeune garçon va mal vivre la situation et cette situation va se transformer en ce qu'on appelle du revenge porn, du chantage sexuel, du sexting secondaire. Ce sont des synonymes. Ça correspond tout simplement au fait que le garçon va utiliser les photos prises dans l'intimité avec le consentement de la jeune fille, hein, qui elle-même les a envoyées au jeune garçon. Et il va les envoyer, ces photos, à son carnet d'adresses. Ça peut être les élèves de la classe, la famille, l'entourage, les amis, etc. Avec évidemment l'impact extrêmement négatif et violent qu'on peut imaginer pour la victime. Ce qui est important de dire aux jeunes, c'est que c'est un délit, qu'on est passible de 2 ans de prison et de 60 000 € d'amende, et qu'au-delà de cette sanction, évidemment, il faut imaginer la blessure que cela va infliger à la victime, et avec le risque en plus que ces photos, à partir du moment où elles sont sur Internet, elles le seront de manière indélébile et qu'à tout moment, elles peuvent ressortir parce que quand on les a stockées sur son téléphone portable ou sur son ordinateur, elles vont pouvoir ressurgir à tout moment. Et c'est une épée de Damoclès sur la tête des jeunes parce qu'ils savent très bien que ça peut arriver à tout moment. Un autre exemple aussi très fréquent et qui a beaucoup explosé pendant le confinement, c'est ce qu'on appelle les comptes ficha. Alors, les comptes ficha, il faut comprendre ficha, affiche, c'est du verlan. Et je vous donne un exemple. Donc, imaginons que je sois un garçon et que l'on soit tous dans la même classe. Je dis garçon, c'est pas caricatural, ce sont plutôt les garçons qui sont auteurs de ces comptes ficha. Et je vais inviter tous les garçons de la classe à m'envoyer tout ce qu'ils ont sur les filles. Alors, si possible, des photos dénudées. S'ils n'ont pas de vraies photos, ils peuvent les fabriquer avec des logiciels de gestion d'images, où ils peuvent tout simplement utiliser la photo que vous voyez là, avec une jeune fille de dos. On ne sait pas trop dire qui elle est exactement, mais on va lui attribuer l'identité d'une jeune fille de la classe. Et ces différentes photos, ces données personnelles, éventuellement ces vidéos, je vais les coller sur une espèce d'affiche numérique sous format PDF ou Word. Et cette affiche, je vais la faire tourner sur mon réseau social et je vais inviter évidemment les garçons de la classe à les faire tourner. On imagine évidemment là aussi l'impact que ça peut avoir pour les victimes qui bien souvent d'ailleurs ne savent même pas qu'elles sont affichées de la sorte puisque tout ça se fait dans le dos des jeunes filles et que pour intervenir, il faut déjà repérer que l'affiche existe pour pouvoir la se faire supprimer. Alors nous, on intervient beaucoup dans ces situations sur le 30-18 en faisant supprimer à la fois les contenus et les comptes des auteurs et on a pour ça l'aide d'un collectif qui s'appelle Stop Ficha et on a la possibilité, je vous expliquerai comment, d'intervenir dans ces situations. Un autre cas aussi que je voulais vous présenter, c'est ce site internet qui s'appelle nosdarons.com, qui est un site de rencontre pour adolescents, comme il existe Tinder ou Adopte un mec pour les adultes. Alors, je focalise sur nosdarons.com, j'ai rien contre ce site, il en existe en plus plein d'autres, je vous en montrerai quelques autres après. Ce site de rencontre, je vous le présente parce que c'est un des plus connus, permet donc à des jeunes de se rencontrer, donc ils vont créer un profil. Vous voyez au-dessus du petit bouton « Je m'inscris » qu'on peut avoir entre 13 et 20 ans pour s'inscrire sur ce site. Donc, c'est quand même, ça questionne d'avoir cet écart d'âge. Mais bon, en tout cas, ce site existe. Et donc, je vais imaginer que je suis un garçon, que je tombe sur le profil de cette jeune fille, que vous voyez assez déshabillée. Les garçons sont souvent torse nu sur ces sites et les jeunes filles souvent en petite tenue.
Et donc, le principe est très simple. Je vais contacter cette fille, je vais proposer peut-être de se voir en dehors de ce site pour pouvoir se parler plus facilement par visioconférence, par exemple via WhatsApp, Skype, peu importe. Et donc, on va échanger. La jeune fille va me proposer de se déshabiller. Elle va me proposer aussi de me déshabiller, de me masturber, d'éjaculer devant ma webcam. Et une fois que cette situation aura abouti, eh bien, la caméra va se couper et la jeune fille va m'envoyer un message dans lequel elle me réclame en général 50 €, une petite somme d'argent. Et si je n'envoie pas cette photo, cette somme d'argent, pardon, la vidéo, les photos qui ont été prises à mon insu vont être diffusées sur Internet. C'est des situations très fréquentes que nous gérons tous les jours par dizaines sur notre service 3018. Elles sont souvent méconnues à la fois des parents et des adultes parce qu'évidemment, il n'y a rien de glorieux à aller raconter ça à un adulte et que souvent les jeunes ont honte de ce qui s'est passé. Ils sont tombés dans un piège, puisque vous imaginez bien que la jeune fille n'est pas une jeune fille, que c'est un escroc, c'est souvent un adulte qui se cache derrière son écran. Mais c'est bien difficile, évidemment, de faire la part des choses entre la réalité et ce qui s'est passé. Donc, c'est ce qu'on appelle du chantage à la webcam ou de la sextorsion. Souvent, ce sont les garçons qui sont victimes de ces situations, même si les filles peuvent aussi l'être. Mais souvent, les garçons tombent dans ces pièges. Et ces pièges, il faut leur en parler aux jeunes avant que cela arrive, en prévention, parce que vous avez compris que le piège est très facile à tisser et que c'est difficile de s'en sortir. Autre situation aussi très fréquente, alors là qui concerne plutôt les plus jeunes, c'est ce qu'on appelle le grooming, donc c'est de la pédophilie en ligne. C'est le fait de se faire passer pour un mineur alors qu'on est adulte en vue d'obtenir des faveurs sexuelles de la part de jeunes. Alors ça peut être l'envoi de photos, de vidéos, ou ça peut même être échanger avec un jeune des propos graveleux, avec un vocabulaire très sexualisé. Ça peut être excitant pour un pédophile. Un exemple, une porte d'entrée pour les pédophiles, ce sont les sites de jeux vidéo pour les plus jeunes, Movie Star Planet, qui n'est pas problématique en soi, mais donc Movie Star Planet est un site qui permet aux jeunes de vivre la vie d'une star du cinéma. Vous voyez les différentes captures d'écran. Et quand vous arrivez sur Movie Star Planet, vous avez le disclaimer que vous voyez là. Movie Star Planet propose des sites et des applications principalement pour les enfants entre 8 et 15 ans. Et en raison de leur politique de protection de l'enfance, les adultes ne peuvent pas accéder à Movie Star Planet. Alors, vous imaginez que les parents ne vont pas y accéder, mais bien évidemment, les pédophiles vont beaucoup plus facilement s'introduire dans ce jeu. Et quand vous êtes une petite fille de 8 ans et qu'on vous dit que vous avez en face de vous une autre internaute de 8 ans, c'est bien difficile de faire la part des choses. Là aussi, si on n'explique pas aux enfants comment réagir et surtout comment se méfier de ces pièges, eh bien, ils peuvent tomber très facilement dedans. Alors, la slide suivante, je l'ai intitulée « Le positif du cyberharcèlement ». Évidemment, j'ai mis des grosses guillemets, il n'y a rien de positif dans le cyberharcèlement. La seule chose que l'on peut dire quand même, c'est qu'il est peut-être un petit peu plus facile à prouver que le harcèlement de rue ou à l'école dans le quotidien d'une classe, parce que on va avoir des preuves qu'on va pouvoir fournir à un commissariat de police ou à une gendarmerie pour pouvoir se défendre. Une question qu'on me pose souvent, est-ce qu'il y a un profil type de victime? Il n'y en a pas. Souvent, le rejet, la différence, les discriminations, que ce soit pour des problèmes de couleur de peau, de sexe, d'origine, de religion, de sexualité, de goût culturel, sont souvent à l'origine de ces situations de harcèlement. Ce qu'il faut dire, c'est que le harcèlement est puni par la loi. C'est passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende quand ça se fait dans le monde physique. Quand c'est sur un mineur de moins de 15 ans, c'est 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et quand c'est sur un mineur de moins de 15 ans via les technologies de communication, eh bien, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. En tout cas, c'est ce qui est prévu par le législateur. Faire en cas de cyberharcèlement, je le disais tout à l'heure, la première chose, c'est de se taire, de ne pas montrer au harceleur que nous avons peur, d'en parler à un adulte et de signaler le contenu pour que, à la fois, il soit retiré et que le harceleur soit arrêté dans son action. Signaler, ça veut dire quoi? C'est tout simplement interpeller le réseau social et lui faire remarquer à quel endroit il y a un contenu préjudiciable. L'idée, c'est bien de signaler un contenu et pas
un compte. Si vous signalez le compte, vous allez faire perdre du temps au réseau social, ça n'a pas d'intérêt. Il faut tout de suite aller cibler exactement quel est l'endroit préjudiciable, ce qui permettra d'avoir une réaction du réseau social beaucoup plus rapide. Si vous ne savez pas faire un signalement, appelez le 3018, on vous expliquera, et je vous expliquerai aussi de quelle manière nous, on peut vous soutenir dans votre démarche de signalement, et on peut le faire à la place de vos patients ou de vous-même si vous avez besoin. Alors, je voudrais aussi vous parler, pour terminer, donc, de la pornographie, avec quelques chiffres aussi que j'ai pu recenser ça et là. 21% des 14-24 ans déclarent surfer sur des sites pornographiques au moins une fois par semaine. À peu près la moitié des jeunes disent reproduire les pratiques sexuelles vues dans les films pornographiques. L'âge moyen du premier visionnage d'images pornographiques est autour de 10-11 ans. Moi, mon ressenti, en tout cas ce que je vois dans mon travail au quotidien, c'est que c'est bien en dessous, et je pense que dès l'école primaire, on peut être malheureusement victime et exposé à ces images. Et donc, on a tendance aussi à dire que la moitié d'une classe de CM2 peut être déjà tombée sur des images pornographiques. Être tombé ne veut pas dire qu'ils y sont allés spontanément. Ils peuvent malheureusement parfois les avoir trouvés par accident. Alors, le mieux pour parler de pornographie serait que je puisse vous en montrer, pour vous montrer la réalité de ce à quoi les jeunes sont exposés. Parce que si on ne montre pas la réalité, on passe à côté du sujet et on sous-estime la violence auxquelles les jeunes sont soumis. Alors, je ne vais pas vous montrer d'images pornographiques, je vous rassure, mais je vais quand même recenser les différentes thématiques à laquelle on peut avoir accès très facilement quand on tombe sur un site pornographique. Je vais laisser votre regard aller ça et là sur le slide, et il y a certainement quelques mots qui vont retenir votre attention, notamment zoologie, scatologique, vomissement. Vous avez même des films pornographiques de Noël. Pour la petite blague, mais ça existe. Vous avez des sites internet qui font la promotion de l'inceste avec des femmes enceintes, avec des femmes amputées, avec des femmes handicapées, avec des viols, des vrais viols filmés en réel, avec des morts, des vrais morts dans des morgues. Et vous avez des gens qui peuvent être excités par ce genre de relations. Alors évidemment, tout ce que je vous dis a un côté très, très dégoûtant, je n'ai pas d'autres termes, mais je pense que c'est important de citer ces termes et de montrer la réalité, parce qu'on devrait même parler non pas de la pornographie, mais des pornographies, puisque vous comprenez qu'il y a un nombre très, très varié de typologies de films, et c'est cette réalité-là auquel vont être exposés les jeunes. Alors, la pornographie, elle est évidemment accessible par les sites pornographiques, mais pas que. Les réseaux sociaux peuvent être aussi vecteurs de pornographie. Alors là, ce que vous voyez, c'est une publicité de Rihanna pour sa collection de lingerie. Ce n'est pas de la pornographie, mais on remarque quand même que c'est sur Instagram, donc c'est accessible à partir de 13 ans, sans aucun problème. Là, vous avez Miley Cyrus, pareil, accessible via Instagram autour de 13 ans. Un autre exemple de photo, là aussi accessible très facilement par les jeunes. Ici, on est sur Twitter avec une jeune femme qui est une actrice pornographique américaine. Il faut savoir que Twitter laisse accès à la pornographie, à la sexualité, à la nudité. Donc, vous pouvez, si vous êtes sur Twitter, avoir accès à ce genre de photos. Les jeunes, les adolescents, parfois être sur Twitter et avoir accès à ça. Là, vous voyez que c'est un challenge qu'elle avait lancé, et elle invitait en fait ses fans à faire la même chose et à montrer leurs seins. Les croix, c'est moi qui les ai mises, mais vous imaginez qu'un jeune qui fait ça va être évidemment susceptible d'être mis en pâture et agressé sur les réseaux sociaux. Un autre exemple aussi que je voulais vous montrer, pour vous montrer la facilité d'accès de la pornographie pour les jeunes. Imaginons ce petit garçon qui veut jouer à son jeu, donc League of Legends, vous voyez sur le bas de l'écran, et on voit au-dessus League of Angels. On voit qu'il y a une proximité graphique entre les deux jeux. Alors, je vais vous montrer ce à quoi il peut, ce qu'il va voir s'il tape sur celui du bas, donc sur League of Legends, c'est son jeu, donc c'est un jeu un peu violent, mais bon, ça reste un jeu. Et si malheureusement il tombe par hasard sur League of Angels, eh bien, il va tomber sur un autre type de jeu fait pour les adultes plutôt, très facile d'accès encore une fois, puisqu'il suffit d'appuyer sur le bouton continuer et on va pouvoir avancer. Autre chose aussi qu'il faut préciser, c'est que les sites pornographiques sont vecteurs de pornographie, mais les contenus autoproduits commencent aujourd'hui à être beaucoup plus présents dans la vie des jeunes. Et une fondation américaine
et au-delà de la fondation, notre ressenti au 30-18 le montre aussi, nous indique que de plus en plus de jeunes ont accès à la pornographie par des contenus autoproduits, et notamment les pédophiles ont accès à ces contenus, ce qui est avantageux pour eux parce qu'à partir du moment où ils ne les fabriquent pas eux-mêmes, eh bien, les sanctions possibles pour eux seront un petit peu moins fortes que s'ils ont été autoproducteurs de ces films. Et donc, un grand classique, c'est d'aller sur les sites de jeux, par exemple, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour les plus jeunes, et d'inviter les enfants à s'auto-pénétrer ou à pénétrer leur petit frère ou leur petite sœur devant leur webcam et à transmettre évidemment ces photos et ces vidéos aux pédophiles. Alors, comment on intervient, nous, dans les écoles? Eh bien, on dit déjà que la pornographie, c'est une industrie, qu'être acteur pornographique, c'est un métier, que le but, c'est de vendre des films et que tout est fait dans ce but, que ce soit l'angle de vue, les scénarios, les maquillages, le montage. Que si, en tant que mineur, tu vois involontairement des images pornographiques, eh bien, on t'invite à surtout venir chercher un adulte pour pouvoir fermer cet écran et puis te rassurer, te permettre d'exprimer l'émotion que tu as pu ressentir quand tu as vu ces images, parce que chez les plus jeunes, la pornographie peut vraiment constituer un véritable traumatisme. Ce que l'on dit aussi, c'est qu'il y a un temps pour tout. Il faut être psychiquement prêt pour regarder des images pornographiques. Avant 18 ans, si c'est interdit, ce n'est pas uniquement pour t'embêter, ce n'est pas liberticide, c'est simplement parce qu'on considère que tu n'es pas prêt pour pouvoir les regarder. À e-enfance, on a pris le parti de parler de la pornographie dès le moment où elle peut être disponible. Donc, dès l'école primaire, dès 6 ans, on aborde cette question et on en parle aux enfants. Même si ça peut paraître très précoce, pour nous, c'est extrêmement important et c'est, à notre sens, de cette façon-là qu'on peut prévenir les jeunes. Plus on parle tôt de sexualité aux jeunes, plus ils auront leur premier rapport sexuel tard. Beaucoup d'études internationales le montrent et c'est pour ça que nous, on fait ce choix d'intervenir le plus tôt possible. Pour les ados, on va parler évidemment du consentement, leur parler de leur représentation de la sexualité. Et puis, on va dire aussi que la pornographie, elle fait appel au fantasme, qu'elle exagère la réalité, qu'elle n'apprend pas à faire l'amour, que ce n'est pas un guide mode d'emploi de la sexualité à venir. On a parlé du site On s'exprime. Je voudrais aussi vous parler du site jeprotègemonenfant.gouv.fr que on a contribué à développer avec le ministère, avec le secrétariat d'État chargé de la protection de l'enfant d'Adrien Taquet. Sur ce site, vous avez la possibilité de mieux comprendre comment installer un contrôle parental qui va limiter l'accès des jeunes à la pornographie. Et vous avez aussi beaucoup de ressources pour permettre de tout simplement avoir des supports de discussion avec les enfants et les adolescents. Donc, ça peut être des podcasts, des vidéos, des livres, des articles que vous allez pouvoir utiliser pour échanger ou tout simplement pour renseigner les jeunes sur la sexualité. Je termine, je sais que je suis un petit peu en retard, avec la présentation du 30-18 pour pouvoir justement vous venir en aide si vous avez besoin de prolonger mon propos, parce que j'ai très peu de temps. Alors, le 30-18, c'est un numéro court national d'assistance pour les jeunes victimes de violences numériques et pour leurs parents. C'est gratuit, anonyme et confidentiel. On est accessible du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. On est accessible par le 30-18, par une application qui a vu le jour il y a quelques mois maintenant, que vous pouvez trouver sur les stores ou par a2p.3018.fr. On est aussi accessible sur notre site internet www.e-enfance.org. Alors, je vous le montre, évidemment, on travaille dans le numérique, donc il est normal qu'on ait un site internet, mais je vous le montre parce qu'en tant que professionnel, vous pouvez y trouver beaucoup d'informations systématiquement mises à jour et bien documentées. On est vigilant là-dessus pour faire en sorte que ce soit un vrai outil que vous pouvez utiliser aussi dans votre travail au quotidien. Voilà la page d'accueil de notre application qui permet évidemment d'être en contact avec nos opérateurs et aussi de charger dans un coffre-fort numérique et sécurisé des pièces justificatives si vous êtes victime de harcèlement ou d'escroquerie, par exemple, sur Internet. À partir du moment où les preuves justificatives sont dans le coffre-fort, vous allez pouvoir nous les transmettre rapidement et nous allons pouvoir faire un signalement très rapidement auprès des réseaux sociaux et de nos différents partenaires. L'application, elle permet aussi de pouvoir renseigner un quiz qui permet aux jeunes de faire un autodiagnostic des situations de harcèlement dont ils peuvent être victimes. Et puis, c'est aussi l'occasion d'avoir de l'information sur le harcèlement et les différentes problématiques autour du harcèlement. L'équipe du 30-18, c'est une douzaine d'écoutants, juristes, psychologues, animateurs multimédia, spécialistes des outils numériques de communication. Ils sont coordonnés par un ancien animateur multimédia de la Ligue de l'enseignement, qui est aussi ancien promeneur du net.
Les petits logos que vous voyez, ce sont les logos de nos partenaires. Quand vous faites un signalement vous-même sur Facebook, par exemple, si vous êtes harcelé, vous allez peut-être avoir une réponse en 48 heures, 72 heures, pas forcément dans le sens de ce que vous attendez. Je vous conseille, si vous avez à le faire ou si vous avez un patient qui est amené à devoir le faire, à nous appeler et on va vous accompagner pour faire ce signalement. Si on le fait en général en quelques minutes ou en quelques heures, j'aurai la possibilité de faire retirer les contenus, tout simplement parce que le signalement du 3018 va être repéré par le réseau social ou par le site partenaire comme un signalement qui a été préparé, qui a été travaillé avec la victime. Nous, on va le confier, ce signalement, avant l'envoi à notre équipe de juristes qui va pouvoir le qualifier, qui va pouvoir vérifier qu'effectivement, il est justifié de l'envoyer au réseau social. Et comme ça fait gagner du temps au réseau social, eh bien, en retour, le réseau social va réagir beaucoup plus rapidement et tout signalement sur Internet est une situation d'urgence puisque plus on va attendre, plus évidemment, il y aura un préjudice pour la victime. En termes de chiffres, et je termine là-dessus, en 2021, on a reçu 20 000 sollicitations dans l'année. On a un contact toutes les 20 minutes et une durée moyenne de prise en charge de 30 minutes. Vous voyez que le cyberharcèlement représente 56% de notre activité, mais on gère aussi des problématiques autour des violations de données personnelles. On aide les professionnels et les parents à gérer ce qu'on appelle l'éducation à la parentalité numérique. On traite le harcèlement scolaire, le mal-être psychologique en lien avec Internet. On parle de l'exposition à des contenus choquants et on aborde aussi donc, le grooming, la pédophilie. Voilà, je vous remercie. Je suis désolé, j'ai un petit peu dépassé. Et merci beaucoup pour cette intervention. On va passer maintenant du coup au temps de questions qui ont été nombreuses sur le chat. Alors peut-être pour commencer, des questions qui étaient en lien avec les études présentées par Madame Raïb, notamment sur la première partie, les chiffres autour des temps d'écran et des premiers rapports sexuels. On a Madame Claire Masson, référente territoriale de l'IREPS pour la Lozère, qui demandait si on connaissait la proportion de jeunes qui ont leur premier rapport sexuel sous alcool. Oui, on les a dans le baromètre 2016, donc c'est des données qui datent un peu maintenant. On a, attendez, parce que je suis allée chercher du coup entre-temps, on a 10% des filles et 16% des garçons qui déclarent un premier rapport sous alcool et tout niveau confondu, hein, c'est-à-dire ayant bu un seul verre jusqu'à étant en état d'ébriété. Et c'est des personnes de moins, enfin j'ai regardé sur les moins de 30 ans, les moins de 25 et les moins de 20 ans, c'est assez stable. Mais c'était en 2016, ces chiffres seront renouvelés en 2023. Très bien, merci beaucoup. On avait une autre question toujours sur ces chiffres que vous avez présentés au début, Madame Raïb, de Michel Lehmann de l'Université de Montpellier, qui demandait si les résultats présentés n'étaient que issus d'enquêtes déclaratives, parce que les questions péjoratives, enfin les réponses aux questions péjoratives ne sont pas souvent, sont en tout cas souvent sous-déclarées. Voilà, c'était sa question. Voilà. Alors c'est toujours, oui, c'est toujours la question autour des enquêtes questionnaires auto-administrés, le biais de désirabilité qui peut impacter les réponses. On est sur de l'auto-administré, on n'est pas sur de l'hétéro-administré, donc déjà ça réduit ce biais de désirabilité. En effet, il y a peut-être une sous-déclaration. Après, cette sous-déclaration, elle va rester constante après dans le temps. Là, on n'a pas de grands éléments sociétaux qui feraient bouger ces éléments de sous-déclaration. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que même si on n'est pas exactement sur la vraie proportion, ça nous donne quand même des ordres de grandeur et surtout, ça nous donne une variabilité dans le temps. D'accord, très bien. Et merci beaucoup. Alors, avant de passer aux questions qui ont été nombreuses sur la pornographie, vraiment spécifiquement, il y avait une question concernant le site On s'exprime, posée par Laetitia Castillan, qui demandait si la version du site sera accessible, notamment pour les personnes qui sont malvoyantes. Oui, avec audio description de l'intégralité des vidéos également. Très bien, merci. Et on avait une question aussi pour Monsieur Comblaise, une question notamment sur un partenariat sera-t-il prévu avec Omegle? Alors, Omegle, on n'a pas prévu parce que pour moi, Omegle a déchaîné les médias il y a quelques semaines. J'aurais envie de dire, si on avait voulu faire un partenariat avec Omegle, il aurait fallu le faire dès le début, il y a 13 ans, puisque ça fait 13 ans que ce site existe.
À mon sens, très peu de jeunes vont sur Omegle. En tout cas, les retours qu'on a eus, parce qu'on en parle en classe, c'est que c'est un site qui est d'abord très vieillot, qui n'attire pas les jeunes parce qu'il est de très mauvaise qualité visuelle. Si les jeunes ont besoin d'aller chercher de la pornographie, je pense qu'ils ont des sites internet de bien meilleure qualité au travers des sites voilà, qu'on peut connaître. Ça n'empêche pas qu'évidemment, il faut faire de la prévention autour d'Omegle. Alors, je ne sais pas si, peut-être qu'il faut que je le présente. Omegle, c'est un site de rencontres automatisées et anonymes qui permet, une fois que vous êtes sur le site, de pouvoir être en contact avec des personnes anonymes dont vous ne connaissez que la ville, l'âge et le pseudo. Et le problème d'Omegle, c'est qu'il a donc fait beaucoup parler de lui récemment parce que des adolescents peuvent y avoir accès facilement. Normalement, ils ne sont pas censés y être puisque c'est interdit, mais ils y vont quand même. Et en face d'eux, ils peuvent trouver des personnes dénudées qui se masturbent, qui ont des rapports sexuels, qui vont leur demander toutes sortes de choses. Et c'est vrai que donc c'est un site qui a défrayé la chronique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait beaucoup de focus dans les médias sur Omegle, mais il existe plein d'autres sites, Chatroulette et autres. Donc j'ai envie de dire, si on voulait vraiment faire de la prévention autour de ces sites, il faudrait tous les citer et pouvoir en parler aux jeunes et leur montrer les dangers auxquels ils peuvent être soumis. Mais en tout cas, vraiment, moi, je suis assez serein sur ce site parce que je ne pense pas du tout que ça attire beaucoup les jeunes. Et je pense que, alors pour le coup, on a peut-être plus fait la publicité de ce site qu'autre chose. Et encore une fois, ça fait 15 ans. Alors je sais que le gouvernement s'en est saisi, que le ministère de l'Intérieur a déposé un recours pour une action pour le faire interdire. Il a été créé il y a maintenant près de 15 ans par un jeune étudiant de 18 ans qui effectivement ne se rend pas compte des conséquences que peut avoir ce site pour les jeunes. Il n'est pas suffisamment modéré à mon sens. Voilà, il y a plein de choses à revoir. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de contact avec ce site parce qu'on essaie d'avoir davantage de contact avec des sites plus fréquentés par les jeunes qui, à mon avis, ont du sens que l'on soit en partenariat avec eux parce que vraiment Omegle est, à mon avis, très minoritaire dans les usages numériques des jeunes, même si, encore une fois, médiatiquement, il a été très exposé. Très bien. Je vous remercie. On a une autre question par rapport à votre association. Enfin, on en a même deux. La question, c'était posée par Mme Audouin, pardon, si une jeune fille mineure est victime de revenge porn et qu'elle a peur d'en parler à ses parents, est-ce qu'il est possible de faire de la médiation pour leur expliquer? De faire de la médiation avec les parents? Oui, je pense, la jeune fille et les parents. Oui, alors dans ce cas-là, le mieux, c'est d'appeler le 3018 et nous, on fait ça effectivement très fréquemment. On peut être à la fois un interlocuteur pour le jeune et pour les parents qui sont parfois un peu dépassés par la situation, qui ne savent pas par quel bout prendre les choses. Il y a des actions très simples à faire, mais souvent, il faut les faire de manière un peu chronologique et ça, on peut l'expliquer. L'idée, c'est aussi évidemment de rassurer. Nous, on n'est pas là pour être dans la sanction, on est là surtout pour protéger le mineur et faire en sorte que les contenus soient retirés le plus rapidement possible. Ce qu'on peut faire aussi, ce que l'on fait souvent, c'est un relais entre un professionnel et son patient, par exemple, ou un élève, quand on a des assistantes sociales qui nous appellent pour faire le lien parce que la jeune ne sera peut-être pas forcément appelée toute seule et pour autant, il y a besoin d'avoir ce soutien du professionnel. On va expliquer à la fois au professionnel et à la jeune comment agir. Et le 3018, je le présente vraiment comme ça, doit être un outil pour vous en tant que professionnel pour pouvoir vous accompagner dans les usages numériques des jeunes. Donc oui, on peut le faire sans problème. Très bien, merci. On avait une autre question, je pense, toujours pour l'association e-enfance, de Madame Jeannot, qui est éducatrice en protection de l'enfance, qui dit être confrontée à des jeunes victimes de cyberharcèlement via Snapchat, messages, conversations éphémères. Très compliqué, voire impossible de déceler la violence malgré les plaintes déposées. Est-ce que la plateforme du 3018 peut accéder aux données de Snapchat? Alors non, on n'a pas ce moyen-là. Il est clair que quand on signale un contenu à Snapchat, c'est parce que la victime
nous l'aura elle-même transmis. On n'a pas les moyens d'aller dans des conversations privées, d'abord sans l'accord de la victime, et je n'ai pas accès évidemment au contenu de Snapchat. Donc ça, non. Je pense que le mieux dans ces situations, c'est d'abord de montrer qu'en signalant, on va pouvoir protéger la victime, de lui faire prendre conscience que ce qu'il vit n'est évidemment pas normal, que c'est un délit, qu'il y a des moyens d'action aussi, hein, contrairement à ce que beaucoup de jeunes pensent. C'est pas parce que c'est sur Internet qu'on ne peut rien faire, et de pouvoir obtenir les contenus. Je dirais que c'est un passage obligé parce que pour pouvoir prouver qu'il y a eu préjudice, il faut une preuve, et donc la victime doit nous la fournir. Mais ça peut être aussi un travail qu'on peut mener avec le jeune et vraiment inviter-les à nous appeler, de leur expliquer que nous, quand on va agir, on ne va par exemple pas prévenir les parents, que l'idée c'est vraiment d'être avant tout là dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et qu'il n'y a pas de risque que le parent soit au courant. Je dis ça parce que c'est souvent ça qui freine un peu les jeunes et qui les rebute à signaler. Très bien, je vous remercie. On avait une question de Guillaume Chambon, qui est journaliste, qui demandait, donc je pense à Madame Raïb, pourquoi des études tous les 7 ans? Pourquoi des études tous les... alors, c'est pas forcément tous les 7 ans, c'est suivant les disponibilités, suivant ce qu'on peut faire. Déjà parce que, donc je pense que la personne parle des grandes études sur la sexualité auprès d'une population représentative, un grand échantillon qui permet d'aller regarder sur des âges précis. Ces dispositifs d'enquête, c'est déjà extrêmement long à mettre en place, ça prend au minimum 2 ans. C'est extrêmement long à analyser, ça prend au minimum 2 ans. Ça fait déjà 5 ans parce que le terrain, ça prend à peu près 1 an. Donc ça fait déjà 5 ans. Pour les reproduire plus souvent, il faudrait du coup avoir des questionnaires beaucoup plus courts, donc on irait voir moins de choses, on aurait moins de temps pour les analyser. Et il y a aussi le fait que même si on a l'impression que tout bouge rapidement, en réalité, les choses ne bougent pas aussi rapidement que ça. C'est-à-dire qu'on pourrait faire des mesures tous les ans, mais on ne verrait pas énormément de changements. Tous les 2 ans, on ne verrait pas énormément de changements non plus. Après, bien sûr, il y a des phénomènes qui peuvent bouger très rapidement. Et là où, du coup, il y a des études qui n'ont pas forcément cette valeur statistique, qui peuvent être des sondages et tout qui sont mis en place, où on a des points qui permettent de souligner, de mettre en emphase certains comportements qui évolueraient rapidement et pour lesquels, du coup, quand il y a une autre grande étude qui est mise en place, à ce moment-là, elles se sont interrogées. Il faut savoir aussi que ces dispositifs d'enquête, c'est des charges financières qui sont extrêmement importantes. Et donc, il y a aussi une histoire de rationalisation des coûts où on ne reproduit pas sur les mêmes thématiques ces enquêtes tous les ans. Il y a d'autres thématiques, il y a le tabac, il y a la nutrition, et donc on tourne. Très bien, je vous remercie. On avait des questions aussi concernant l'addiction à la pornographie. On a Madame Hernandez qui a posé une question notamment. Donc, les études internationales montrent une prévalence de 14% d'addiction à la pornographie chez les adolescents. Avez-vous exploré la question en France? Pensez-vous qu'une étude de prévalence nationale pourrait se faire? Donc, cette personne est référente pour les addictions sexuelles dans le réseau français des cyberaddictions et constate une forte prévalence de l'usage compulsif. Est-ce qu'il y a aussi des éléments dans ce sens? Alors, je peux peut-être commencer, mais peut-être que Samuel aura des éléments pour compléter. Moi, à ma connaissance, on n'a pas de grandes études représentatives qui portent sur l'addiction à la pornographie chez les adolescents. Les chiffres internationaux, alors, il y a toujours des questions sur comment est définie l'addiction, parce que les définitions de l'addiction varient beaucoup selon les contextes. Maintenant, il y a des questions autour de l'utilisation de la pornographie et autour de l'impact de la pornographie sur le fait de pouvoir faire des choses, de vouloir faire des choses, qui vont être posées là, dans l'enquête de 2023 qui donc s'intéresse à la sexualité des plus jeunes. Elles ne vont pas être posées directement aux adolescents parce que c'est très compliqué d'interroger des 12-15 ans sur ces questions-là. Elles vont être posées aux personnes un peu plus âgées en rétrospective. Donc, en fait, on aura l'image de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Ça va être imparfait. Pareil, ça donnera des évolutions pour permettre d'avoir des choses. Mais ce ne sera pas exactement sur l'addiction. À ma connaissance, voilà. Je ne sais pas, peut-être que Samuel peut compléter. Ouais, non, je confirme qu'à ma connaissance, il n'y a pas
n'y a pas d'éléments non plus probants. Moi, ce que je remarque, mais c'est plus une réaction de terrain, c'est que souvent cette addiction est liée, est liée à la sidération en fait, de ce que les jeunes ont pu voir et qu'ils nous disent qu'ils ont besoin d'aller en revoir pour essayer comment je dirais, de se rassurer d'une certaine façon et de réussir à se dire ce que j'ai vu l'autre jour était quelque chose d'exceptionnel, d'inimaginable, etc. Il y a une espèce d'escalade comme ça pour réussir à mieux maîtriser quelque chose qui les dépasse. On n'est pas forcément, en tout cas chez les plus jeunes, dans une addiction en vue d'une plus grande excitation ou d'avoir, comme pour d'autres types d'addictions, une espèce de satisfaction. Je dirais que c'est plus une forme de sidération qui n'arrive pas à s'évacuer autrement et ils vont aller se répéter ces comportements et c'est vrai que du coup ça donne une tonalité particulière à cette surexposition. C'est vrai qu'on ne parle pas forcément d'addiction à la pornographie, même si peut parfois y en avoir, mais c'est souvent une hyper-connexion à ces images dans un but de réassurance qui peut être un peu contradictoire, parce qu'on aurait envie de se dire si quelque chose nous porte préjudice, on aurait peut-être besoin de prendre de la distance vis-à-vis de cette source d'information plutôt qu'autre chose. Mais le problème de la pornographie, c'est que c'est difficile d'aller voir un adulte pour lui dire, voilà, j'ai rencontré ce contenu et j'aurais besoin que tu m'en parles. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a une frilosité très importante des adultes aujourd'hui en France et peut-être ailleurs dans le monde, mais particulièrement en France, pour parler de sexualité et d'accès à la pornographie. Et souvent, la réaction des parents, c'est une réaction d'anxiété quand ils savent que leurs enfants ont été exposés à ces images. Et souvent, la réaction, c'est de retirer le téléphone portable ou l'accès à Internet des jeunes, ce qui est une sanction terrible pour un jeune aujourd'hui. Et donc, ils préfèrent garder le silence. Et je trouve qu'il devrait y avoir davantage de dialogue justement autour de ces contenus et puis d'essayer d'arrêter de se voiler la face. Les chiffres que nous avons présentés ce matin le montrent, les jeunes sont exposés quoi qu'il arrive, même s'ils ne le veulent pas. Et de penser que c'est toujours chez les voisins que le problème se pose est une erreur. On peut être une très bonne famille, on peut être un très bon parent, on peut avoir bien élevé ses enfants, c'est pas la question. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une forme de curiosité chez les jeunes et qu'ils vont aller se nourrir de ces contenus. Et j'espère, dans ma présentation, avoir montré que quand même, on leur souhaite d'autres formes de réponses. Je dirais que la pornographie, c'est une mauvaise réponse à une bonne question posée par les jeunes, mais il faut aller leur permettre de trouver la bonne réponse. Pour compléter sur justement la pornographie, c'est une mauvaise réponse à une bonne question. C'est vrai que c'est un axe qu'on a pris pour On s'exprime, enfin qu'on a déjà là, qu'on va reproduire dans la nouvelle version du site, où je pense que un certain nombre d'entre vous ont dû voir passer les critiques auxquelles nous sommes soumis. Nous avons un outil sur les positions. Donc, on a deux outils qui sont très graphiques et très expressifs. C'est l'outil que je vous ai montré sur l'anatomie, où on montre vraiment des sexes, et un outil sur les positions. C'est discutable. Pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix-là? Parce que l'un des accès des jeunes à la pornographie, c'est pour voir des anatomies et pour se renseigner sur les positions. Et donc, nous, on a pris le parti de répondre à ces questions, mais de répondre à ces questions de manière plus adaptée pour eux que ce que fait la pornographie. Alors, pendant que vous recherchez, on avait d'autres questions sur le visionnage de la pornographie, notamment Michel Lehmann de l'Université de Montpellier qui s'étonnait des chiffres sur le visionnage de contenu pornographique, qui, à mon avis, pensait que voilà, c'était sous-évalué par rapport à la vision qu'en ont les instituteurs, notamment de primaire. Ah oui, moi je suis d'accord. Je pense que le problème est. Alors, moi, je présente des chiffres qui émanent de sources fiables et évidemment, il y a aussi mon ressenti et je partage la réaction. Et je pense que quand on est sur le terrain, on se rend bien compte que quand on parle de pornographie dès le plus jeune âge, les jeunes savent de quoi on parle. D'ailleurs, c'est assez étonnant, mais enfin, moi, quand j'ai eu l'occasion d'aller dans des classes en parler, j'apprends des choses sur la pornographie, ce qui est quand même assez étonnant, que ce soit des jeunes qui m'expliquent voilà, ce qu'ils peuvent voir, comment ils consomment, etc. Et ce qui était aussi très intéressant, c'est de voir que quand on ose leur en parler, quand on
on est au clair avec cette question. Les jeunes sont très friands de nous écouter, d'avoir des réponses, de pouvoir mieux comprendre, de se rassurer aussi autour d'un discours d'adulte qui va donner du sens à ces images. Mais oui, encore une fois, nous, on commence dès 6 ans. Et alors, il faut savoir quand même, je le dis, c'est pas anecdotique que parfois on a des réactions. Enfin, il m'est arrivé de recevoir des appels de parents d'élèves ou de structures scolaires à mon bureau à e-enfance et me demandant de présenter ce que j'allais évoquer avec les enfants concernant la sexualité, la pornographie en école primaire. Et il m'est arrivé, je vais le dire comme je pense, de me disputer avec certains parents qui demandaient que leurs enfants ne participent pas à la séquence parce qu'ils avaient peur que ce soit incitatif pour eux que d'entendre mes intervenants parler de sexualité. Pour moi, c'est une erreur. D'abord parce que, évidemment, ce que l'on fait, on le fait avec sérieux et que, évidemment, ça n'a pas un caractère incitatif et que même, je dirais que si mon intervention donnait l'idée à un jeune d'aller regarder des images pornographiques alors qu'il n'y avait pas pensé avant, ben, au moins il le fera de manière un peu prévenue, un peu différente que s'il était vierge de toute information. Et je pense que déjà rien que ça, c'est protecteur. Plutôt que de se dire on n'en parle pas et on croise les doigts, on espère que les enfants n'en verront pas. Ils en verront. Je pense que vraiment, il faut vivre avec son temps. Le numérique, il a un fort impact dans la vie des enfants et de penser que, encore une fois, même si on a un bon accompagnement de nos enfants dans notre foyer, les enfants, ils vont aller chez les voisins, ils vont aller dans plein d'endroits. Et puis même si c'est pas sur des sites pornographiques, regarder n'importe quelle série sur Netflix ou autre, la sexualité, elle est quand même très très présente. Donc il y a une vraie préoccupation, il y a un vrai intérêt. Donc il faut en parler et vraiment quand on ose le faire, on se rend compte que ce n'est pas si technique que ça et qu'on n'est pas obligé de rentrer dans des discours très précis. D'abord, la première chose à faire avant d'en parler, c'est déjà d'écouter les jeunes, de poser des questions sur où est-ce qu'ils en sont dans leur compréhension de la pornographie et de la sexualité. Et souvent, on se rend compte que ça permet d'abord de mesurer un peu leur niveau de connaissance et de pouvoir répondre à la hauteur de leur niveau de connaissance. Et puis, ils en savent déjà souvent pas mal. Et encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est de les rassurer et d'avancer avec eux au fur et à mesure de leur construction, de leur développement et d'apporter des éléments de réponse au fur et à mesure. Mais on n'est pas obligé de parler de sa sexualité, on n'est pas obligé de rentrer dans des positions sexuelles pour parler de sexualité. Les jeunes, ils ont besoin d'avoir du sens à ce qui les attend, de comprendre un peu mieux les choses. Et une fois qu'on arrive à transmettre ça, tout va bien. Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on a une infirmière, Madame Rolléry Anne, qui demande si à la primaire, justement, ce n'est pas trop jeune pour parler de sexualité, parce que ce n'est pas voler leur enfance et leur innocence. À son avis, il est normal que les parents aient des craintes. Oui, alors c'est normal que les parents aient des craintes. Je pense néanmoins qu'il faut qu'on puisse les rassurer, les parents. En tout cas, une première partie de ma réponse serait déjà de dire que l'Éducation nationale a considéré que ce n'était pas trop tôt de parler de sexualité dès l'école primaire, puisque normalement on est censé avoir 3 séances d'éducation justement sur ces sujets du CP à la terminale. Donc, je peux donner mon avis, mais je pense qu'il y a aussi, au niveau ministériel, aussi des réactions qui montrent que c'est nécessaire. Alors, malheureusement, tous les établissements ne le font pas, pour parfois des questions de moyens, de volonté. Bon, après, voilà, ça se respecte, bien évidemment, mais je pense qu'on a besoin de davantage en parler. En parler, ça ne veut pas dire que les parents sont obligés de le faire. Je pense qu'on a présenté, on s'exprime, on a présenté je protège mon enfant.gouv.fr. Il y a des centres de planification, il y a Fil Santé Jeunes, il y a de plus en plus de livres faits pour les enfants. Donc, si on n'est pas à l'aise, et je peux tout à fait bien le respecter, hein, je ne veux pas être injonctif, et qui serais-je pour dire à tous les parents de France, vous devez en parler, sinon vous êtes de mauvais parents. Ce n'est pas du tout mon discours. Je pense que néanmoins, la responsabilité des parents, c'est de pouvoir transmettre une information fiable à leurs enfants à partir du moment où ils commencent à s'y intéresser. Et ce discours, il y a 30 ou 40 ans, je ne l'aurais pas tenu
parce qu'on n'avait pas ça. Aujourd'hui, on a ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les enfants? Ils nous disent, si vous avez peur de nous en parler, vous les adultes, c'est pas grave, on va aller vers une autre source fiable. Moi, ce que je vois dans ma pratique de psychologue, puisque j'ai gardé une activité libérale, c'est que les jeunes, ils sont un peu déboussolés quand même face à ces sujets. On le sait, les maladies sexuellement transmissibles, c'est encore un vrai sujet pour les jeunes parce que la pornographie, elle véhicule pas beaucoup de messages de protection. Moi, quand j'ai travaillé à Fil Santé Jeunes, j'étais étonné d'avoir des jeunes qui eux-mêmes étaient étonnés quand je leur disais que dans un rapport sexuel, on pouvait se parler, qu'on pouvait faire des pauses, qu'on pouvait rire. Enfin, c'est quand même une représentation très stéréotypée et très scénarisée de leur sexualité et ils n'en démordent pas. C'est étonnant d'ailleurs de voir que pour eux, un rapport sexuel doit se dérouler selon un certain nombre d'étapes. Et si on n'a pas une fois dans sa vie entendu que non, la pornographie, c'est pas le seul moyen de s'informer sur la sexualité et que c'est pas la sexualité de tout adulte. Je pense qu'on ne les mène pas correctement à devenir des adultes. Et parler de sexualité, et je rassure vraiment ceux qui nous écoutent, hein, parler de sexualité en primaire, ça ne veut pas forcément dire parler de l'intimité d'une relation sexuelle, mais déjà parler de consentement. Et on peut parler de consentement dans un jeu, on peut parler de respect de soi, de respect de l'autre, de la violence, etc. Pour moi, c'est déjà un préalable à ce que va être la vie sexuelle future. Et ça, on peut en parler dès le CP. Nous, c'est un peu comme ça qu'on l'aborde d'ailleurs, c'est de dire quand tu ne veux pas faire quelque chose, eh bien l'autre doit respecter ce refus. Et après, plus tard, et peut-être au niveau du collège, on apprendra que ce qui est valable dans les jeux, c'est aussi valable dans la sexualité, parce qu'il n'y a pas de différence. Voilà, donc pour moi, c'est ça, c'est de pouvoir en parler et aussi de pouvoir être disponible pour répondre aux questions des gamins, parce que ils en ont tout simplement, et que de dire non, tu verras ça plus tard, à un moment, on se rend compte que c'est trop tard parce que le gamin, il a 17 ans, qu'il a vécu son rapport sexuel. Très bien, merci. Madame Raïb, je vois que vous avez levé la main. Oui, oui, pour compléter sur l'âge auquel parlait la sexualité, donc en effet, il y a les directives de l'éducation nationale. Le guide des principes directeurs de l'UNESCO sur l'éducation à la sexualité que j'ai rapidement présenté dans ma présentation commence à 5 ans. Donc, j'ai vu un commentaire qui disait pas en CP. En CP, on peut déjà parler de ce que nous, adultes, on va mettre derrière l'éducation à la sexualité. Mais comme ça a été mentionné là, nous, on va faire rentrer dans l'éducation à la sexualité des choses qui ne sont pas forcément de l'ordre du sexuel pour des jeunes. En fait, il y a une adaptation du discours à mener et c'est à ça que sert cette matrice de l'UNESCO. Par âge, pour chaque thématique, vous avez les objectifs d'apprentissage qui sont donnés. Et sur le 5-8 ans, ce n'est pas des apprentissages qui sont directement liés à des relations sexuelles. C'est des apprentissages qui vont leur donner les compétences psychosociales pour ensuite développer un affect, développer du relationnel qui va leur permettre de mettre en œuvre des relations qui vont être safe, vont être épanouissantes. Mais ça se fait petit à petit. On ne peut pas poser des fenêtres si on n'a pas mis des fondations. Et ces fondations, elles se construisent dès la maternelle, dès la relation à autrui. C'est pour ça que les référentiels qu'on a, les référentiels qu'on fait, que ce soit ceux de l'éducation nationale, ceux de l'UNESCO, ils donnent un cadre assez précis et assez pratico-pratique pour les personnes qui interviennent auprès des jeunes, de dire c'est OK de parler de ça à cet âge-là, mais parler de ça plus tôt, en effet, c'est là qu'il peut y avoir des mécompréhensions. Donc, tout est une question d'adaptation en termes d'âge. Ce n'est pas inné. Personne ne sait le faire naturellement, déjà parce que nous, on n'a pas eu forcément cette éducation-là en tant qu'adulte. Mais par contre, il y a des référentiels. Il y a des cadres pour vous accompagner. Très bien. Merci beaucoup. On avait 2 questions de Monsieur Chambon, journaliste. Une question sur l'étude que vous avez présentée, Madame Raïb, de 2017 sur la pornographie chez les jeunes. Il demandait la quantité de personnes sondées. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Alors, moi, j'ai présenté les résultats de l'Open. L'Open, c'était 1000... Laissez-moi 2 secondes. C'est 1005 personnes représentatives, donc 1005 personnes de 15-17 ans rendues représentatives par redressement parce que c'est un panel, mais c'est vraiment des 15-17 ans.
Je crois avoir vu dans le chat que la personne a mentionné l'Opinionway. Oui, c'est ça. On n'est pas tout à fait sur la même méthodologie. En fait, là, l'enquête IFOP pour l'Open que j'ai utilisée, ce n'est pas une méthodologie parfaite, mais c'est l'étude qui a la méthodologie la plus propre, à mon sens, puisqu'elle est allée chercher vraiment des 15-17 ans, elle est allée les chercher sur toute plateforme, pour répondre sur tout dispositif, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, pardon. Et normalement, si mes infos sont exactes, elle allait les chercher via leurs parents pour les plus jeunes ou via des inscriptions à divers panels. Sur l'Opinionway, on est sur des personnes qui font partie d'un panel dédié aux jeunes qui répondent sur mobile. Et en fait, ces usages numériques-là font qu'on a un profil qui est légèrement différent. Je ne dis pas que c'est absolument faux. Je dis que ça reflète la réalité d'un groupe qui est un peu plus restreint. Très bien. Merci. Et on avait une dernière, je pense qu'on a une dernière question parce que je vois que l'heure tourne. Si l'âge de la première exposition au porno régresse, de plus en plus jeune, ne faudrait-il pas s'intéresser à la tranche d'âge des 9-12 ans également pour les prochaines études, du coup, en lien avec les consommations de pornographie? Alors, en fait, à interroger les 9-12 ans, dans les études populationnelles, quand je dis études populationnelles, je veux dire études sur des très gros échantillons sur la population française, on descend jusqu'à 15 ans. Pourquoi? Parce que la façon de poser les questions, déjà à 15 ans, les répondants ne comprennent pas exactement la même chose que les adultes. Mais après, on doit adapter les questions à la fois dans la manière de les poser, dans les réponses qu'on peut récolter quand on fait du quantitatif, dans les réponses qu'on peut récolter et dans ce que ça veut dire pour les jeunes. Et on ne peut pas interroger une personne de 12 ans de la même façon qu'une personne de 18 ans, donc on n'aura pas tout à fait les mêmes informations. Donc ça veut dire créer des études spécifiques et aller interroger ces jeunes. C'est extrêmement difficile d'aller interroger les jeunes mineurs en France. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Donc il y a peut-être des études à mener. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y en a pas qui sont construites. Je ne dis pas que c'est... Enfin voilà, c'est sûrement un terrain à déblayer. Bien. Eh bien, merci beaucoup. Je vois que le temps, on a tenu les délais. Merci encore pour vos interventions. Merci à tous d'avoir été présents, très nombreux à cette matinale. Donc, vous aurez le replay qui sera disponible dans quelques jours, semaines, sur le site du DRAPS que Laure vous a mis dans le chat. Et voilà, et on reste bien sûr disponible pour échanger avec vous si besoin. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.